Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. Le beau temps est revenu et les activités culturelles continuent. Il s'en passe des choses en Sarthe, vous verrez, l'émission est bien condensée. On va parler des rendez-vous de Saint-Liphard à la Ferté-Bernard, mais pas que, on en parlera avec Jérôme Côme dans un instant. Le festival Lecture aux animaux qui revient également. On va parler de science avec la préparation de cet été avec l'Éclipse, de jazz avec Jazz Tangente qui revient au Mans. On va parler du prochain concert de la Petite Étoile et puis de Faute Expo qui a lieu à Asnières-sur-Vègre. Bref, le programme est chargé. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans Culturel. On fera lecture aux animaux, c'est le nom du festival dans un instant avec Jean-Philippe Noël. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Mais avant, je me tourne vers Jérôme Côme pour les rendez-vous de Saint-Liphard. Donc, vous en êtes le grand instigateur. Cette année, la thématique, donc on retrouve toujours notre Edward. Et c'est sur les jardins. Cultivons notre jardin. Alors évidemment, j'imagine plusieurs interprétations autour de ce titre sur la culture dans tous les sens du terme. Et puis l'écologie derrière le jardin. Oui, c'est ça, en fait. C'était un thème, on avait envie, avec la maxime de Voltaire, à la fois, c'est le printemps, ça donne envie d'aller dans son jardin, de fleurir, tout ça. Et puis, en fait, la culture, aller voir des spectacles, des concerts, se nourrir des expositions, finalement, c'est cultiver son propre jardin intérieur, sa propre intellect, son propre confiance en soi, son sens critique. Voilà. Justement, il y a tout un travail de médiation et dans les écoles, les associations autour chaque année de ce festival, comme par exemple le fait de créer son jardin imaginaire ou des choses comme ça. Donc c'est une thématique très large qui permet d'insérer des plus jeunes, des scolaires jusqu'aux adultes évidemment. Oui, le fil rouge d'un thème, ça nous permet à la fois de créer le visuel déjà du festival, et puis avec les écoles notamment, donc les projets avec les classes où il y a un défi d'art visuel, de créer son carré de jardin. Et là, on est en train de les installer sur l'esplanade de l'église de la Ferté, qui va devenir une sorte de jardin à la française avec plein de carrés de jardin. Il y en a une 30 classes qui ont participé, qui créent des jardins imaginaires. La plupart mélangent à la fois du végétal, du vrai, avec du végétal faux à partir de plastique, de recyclage, d'assemblage, voilà, plein d'imaginaires. On a le festival de Chaumont et puis on a Saint-Liphard à la Ferté-Bernard. Alors, à la Ferté-Bernard, mais pas que, puisque ça commence le 23 à Saint-Aubin-des-Coudrais. Donc, à chaque fois, il y a une déambulation, une découverte comme ça. Il y a des expositions et puis des spectacles. On peut participer aux différents événements puisqu'à chaque fois, c'est différent. C'est pas la même programmation, mais on est sur la même idée de partage, d'art de la rue et de créer avec le local aussi. Tout à fait. En fait, les escapades le samedi et le dimanche de ce week-end, là, à Saint-Thomas-des-Coudrais, au Loir, donc c'est qu'avec la communauté de communes qu'on avait voulu aller mettre en valeur un village, 2 villages par an. On s'associe au centre culturel de la Laverie, qui sort son fonds d'art contemporain. Oui, ça, il y a des expositions qui sont avec la Laverie, mais qui sont dans les villages. Sont dans les villages, dans l'église ou dans la salle de la mairie, etc. On a une visite du patrimoine avec le pays d'art et d'histoire du Perche-Chartois. On associe l'école primaire, on associe les associations locales. Et nous, le festival, on amène un concert et un spectacle de rue qu'on ne peut pas voir ailleurs. Voilà, donc il faut bien venir à Saint-Aubin et au Loir pour voir ces spectacles-là. Après, il y en aura d'autres à la Ferté. Bien sûr. Mais c'est l'occasion en fait de sortir un peu de la Ferté. C'est pas que les Fertois, mais d'aller voir ces petits villages et puis de montrer le dynamisme de ces villages-là aussi. Oui, bien sûr, et qu'ils reçoivent des spectacles. Alors, ça commence avec Cactus Rider. Ça commence fort, j'ai envie de dire. Le nom, est-ce que vous les avez choisis parce qu'ils s'appelaient Cactus ou comment ça Pas du tout.
on n'a pas toujours choisi les spectacles par rapport à l'art du jardin. Oh, bien sûr. Mais on commence par un cactus qui pique un petit peu, mais en fait, c'est des rockers années 50 voilà, qui vont bousculer un petit peu le public. Oui, c'est ça, c'est très convivial et c'est très interactif avec le public, ça c'est très chouette. Et puis le dimanche à Luard, c'est GIO, donc là on a des consonances un peu plus... C'est un peu plus Amérique latine. GIO, il est plus le soleil. En plus, a priori, on a le soleil ce week-end. Ouais. Donc GIO me le ramène. Il était parti en tournée en Amérique latine et revient tout juste en France. Là, c'est un grand soleil, il a plein de ses musiques, ses chansons. Voilà, donc ça fera un beau concert le dimanche midi au Loir. À chaque fois, il y a des concerts et des spectacles de rue. C'est ça, des fanfares, des choses comme ça. Alors après, on va à la Ferté-Bernard du 29 au 31. Et là, on retrouve tout. Donc on retrouve évidemment des concerts, des fanfares, des défilés, des stands de maquillage, des spectacles de rue, des ateliers, des jeux. C'est vraiment la fête tout le week-end à la Ferté. À la Ferté, oui, on comptabilise en fait 10 concerts et 10 spectacles de rue. Voilà, tout gratuit, tout dans le centre de la Ferté-Bernard. Donc c'est l'occasion à la fois de visiter la Ferté si on ne connaît pas la Ferté, et puis sinon voilà, c'est de découvrir de nombreux spectacles de rue, de concerts le soir. Il y a un espace guinguette aussi plus convivial. Il y a des choses aussi plus en permanence. Il y a un orchestre sauvage pour découvrir, créer des instruments de musique. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des goules qui viennent aussi pour du maquillage tout en chantant. Voilà, c'est leur principe. Et puis des spectacles de rue avec l'accent sur des troupes, des compagnies émergentes, des compagnies qui sont un peu soit toutes neuves, soit des compagnies qui n'ont pas encore beaucoup tourné, et on donne l'occasion en fait de se produire à la Ferté-Bernard. Et puis les expositions, les ouvrages justement des scolaires, tout ce qui a été fait autour de cette thématique. Alors on ne va pas parler de tous les spectacles, mais il y a des choses très, très sympathiques. De toute façon, on retrouve toute la programmation sur les rendez-vous de Saint-Liphard. Vous les suivez sur Instagram, sur Facebook. Et puis c'est les Tombées de la Lune qui organisent. Donc c'est sur votre site internet qu'on trouve ça. Alors moi j'ai quand même repéré, mais forcément j'ai réagi en tant que communicante sur les Monty Picon, où j'ai eu un petit moment voilà, il y a des choses très drôles, il y a des spectacles circassiens aussi, avec l'imprévu sidéré sur des spectacles d'échelle. Donc on est assez surpris, ça vient vers nous, on va vers eux, on va à la Ferté-Bernard, comme vous le disiez, on va profiter de ce centre-ville, mais c'est aussi des spectacles qui vont vers le public, et c'est très accessible, évidemment, on peut venir en famille, et puis on peut surtout apprécier différents styles tout au long du week-end. Oui, et c'est l'occasion en fait de découvrir des choses assez insolites. L'armoire polyphonique, c'est des chants baroques mais réécrits de manière assez drôle, alors que le cabaret du Centaure, ça c'est le spectacle de 23h, il travaille la marionnette mais sur le genre, sur le masculin, etc. Donc il y a vraiment des surprises cette année assez éclectiques. Voilà. Ouais. Et les Monty Picon qui, il paraît, enflamment les places dans lesquelles ils passent. Donc de toute façon, les rendez-vous de Saint-Liphard, c'est un peu l'idée, c'est d'enflammer la Ferté-Bernard pendant quelques jours. Et donc, je le rappelle, Saint-Aubin et Luard ce week-end. Donc là, on est parti pour une semaine, 10 jours de programmation. C'est gratuit, donc il suffit de venir dans les villages et à la Ferté-Bernard. Et puis, on vous suit sur les réseaux et sur les Tombées de la Lune pour voir toute la programmation. Puis on retrouve surtout Édouard pour bien suivre là où il faut être pendant ces prochains jours. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Alors, sans transition, quoique, c'est aussi une proposition de sortie. C'est 22, 23 et 24 mai. Lecture aux animaux, Jean-Philippe Noël, c'est un festival dont la thématique est originale, mais surtout assez inédite, dans le sens où on est vraiment sur la thématique des animaux à travers la littérature. Ouais, je crois qu'on peut même dire qu'on est le seul festival littéraire à avoir cette étrange thématique qui est uniquement l'animal et l'animal en tant que tel. C'est-à-dire qu'on n'entendra pas dans notre festival du La Fontaine, par exemple, qui se sert des animaux pour parler de l'humain. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont tous les auteurs qui ont parlé de l'animal en tant que tel et de la relation qui peut unir l'homme et l'animal. Et ça, à travers, depuis les écrivains les plus anciens, antiques,
On parlera de Voltaire cette année. Voltaire passe même au festival. Et à la lecture pour enfants, parce que j'ai l'habitude de dire qu'on a tous appris à lire avec les animaux. Exactement. Donc en fait, les animaux font partie de notre culture. Il faut savoir que beaucoup d'auteurs ont écrit sur les animaux. On pense évidemment à Colette, mais Colette, c'est une femme, elle parle des chats, bon, c'est bien mignon, mais par exemple, Zola a écrit des textes magnifiques sur les animaux. J'ai découvert récemment un texte de Romain Gary, qui défend l'écologie. Mais ces textes sur les animaux ont longtemps été considérés comme de la littérature secondaire et un peu mis de côté. Il s'avère que moi, la relation homme-animal me passionne et m'a toujours intéressé. J'en ai fait une partie de mon métier. Et j'avais accumulé comme ça, au fil des années, beaucoup de textes. J'ai rencontré un peu à côté le milieu du théâtre. D'un côté, j'avais les comédiens. D'un côté, j'avais les textes. Il suffisait plus de trouver un lieu. Et c'est comme ça qu'on a atterri à côté de Mamers, au logis de Moulins, qui est un manoir du XVe siècle, qui nous ouvre grand leurs portes et qui nous permet de faire venir donc, non seulement les comédiens, mais également des artistes qui viennent exposer des sculptures, de la peinture, de la photo, toujours sur les thèmes de l'animal. C'est ça. Alors, on échange beaucoup autour des animaux. Il y a aussi des conférences. On parle de migration, on parle des animaux et de leur représentation, puisqu'on peut découvrir des œuvres autour de cette thématique. Le lieu, comme vous le disiez, qui évidemment s'y prête. Et puis, vraiment une programmation qui va comme ça un petit peu autour de ce fil rouge, proposer très différentes d'ailleurs, lectures. Ça commence vendredi avec est-ce que Adam et Ève étaient végétariens? Oui, alors je peux, parce que c'est quand même un truc qui m'a interloqué. En lisant comme ça des différents bouquins, j'ai vu qu'en fait, au XVIIe, ça a été une véritable question philosophique. D'accord. Pourquoi Adam et Ève mangeaient-ils de la viande? Et si oui, à quel moment? Et pourquoi Dieu leur avait interdit de manger de la viande à un moment? Parce qu'on est sur la pomme, on n'est pas sur le burger. Voilà, on est sur la pomme, on n'est pas sur le burger. Donc pendant qu'ils sont au paradis, que tout va bien, tout règne. Après le déluge, Dieu les punit. Et parmi les punitions, tu mangeras de la viande, donc tu tueras. Et pourquoi ce changement? Et ça a été une véritable question chez les philosophes, chez les intellectuels, et chez Voltaire, donc on en parlait tout à l'heure, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai tiré un peu le fil. Et par exemple, tout le monde connaît Pythagore. Vous savez ce que c'est qu'un régime pythagoricien? Eh bien, c'est un régime végétarien. Pythagore, au 5e siècle avant Jésus-Christ, théorise le fait de ne pas tuer les animaux et de manger de la viande. Donc j'ai décidé de faire, avec les 4 comédiens qui seront là, de faire un petit show. Oui. Parce qu'évidemment, ça paraît très sérieux, mais on va citer des textes anciens, on les a un peu aménagés pour que tout le monde comprenne. Et puis j'ai imaginé qu'il y avait une jeune étudiante qui devait faire un exposé sur l'histoire du végétarisme, et elle va rencontrer quelqu'un qui va sortir d'un livre et qui va la guider. Donc on rigole un peu, on apprend des choses. Oui, parce que je dis toujours que le vendredi c'est un peu philosophique, mais si je dis ça, ça fait fuir tout le monde. Donc vraiment. Mais là, en plus, on parle du végétarisme, donc on va tout de suite spoiler. Voilà, c'est très ouvert, bien sûr. C'est très ouvert. L'idée, on peut rentrer aussi juste par la poésie des mots, puisqu'on est avant tout un festival littéraire. Voilà. Et surtout, c'est pas engagé. C'est-à-dire que je parle de gens qui ont dit qu'il fallait pas manger de la viande. Puis il y a aussi ceux qui disent depuis le début, mais si, il faut manger de la viande, avec des arguments qui aujourd'hui nous semblent totalement aberrants, ou des arguments qui nous semblent très, très modernes. Par exemple, la viande avec la sauce, c'est pas bon pour les artères. Et ça, c'est écrit au XVIe siècle. Donc voilà, et tout ça, c'est dit avec humour. Les comédiens sont en train de répéter au moment où je vous parle. Ils rigolent beaucoup, donc je me dis que donc ça va faire rigoler le public. Ouais. Alors on va pas pouvoir détailler tous les spectacles, mais on va avoir des regards différents sur la nature. Notamment, vous avez une conférence sur les corbeaux parce qu'ils ont mauvaise presse. Voilà, on va parler aussi de migration. Je le disais, il y a Stéphanie Tesson qui va faire un monologue vu des champs. Donc on est dans l'herbe et on voit tous les animaux qui sont... Cette année, on va être pour la première fois accompagné de musiciens. C'est-à-dire que Stéphanie Tesson vient avec 2 musiciens et elle va effectivement, c'est un spectacle qu'elle a déjà joué, elle se balade dans les jardins et elle fait parler le cloporte, la libellule, et c'est pareil, c'est à la fois plein de poésie et plein d'humour. Et nous cette année, pour la première fois, on aura avec nous des musiciens. Et puis il y a une chose aussi qui m'a terriblement touché, c'est qu'en fait, j'ai demandé à un comédien qui s'appelle Xavier Lafitte de lire un texte de Balzac qui s'appelle Une passion dans le désert. Et donc, j'ai découvert ça avec votre programmation. C'est incroyable cette histoire de Balzac avec cette rencontre avec une panthère. C'est un très très beau texte. Alors moi je le connaissais depuis très longtemps, mais surtout j'ai été contacté par la Maison de Balzac de Paris
qui m'a dit, qui fait des recherches, qui veut savoir tout ce qui se passe sur Balzac et qui nous a parlé, qui m'a appelé en me disant mais on est tellement content que ce texte se joue quelque part parce que c'est probablement un des textes les plus inconnus de Balzac et comment vous l'avez connu, etc., etc. Donc je suis allé les rencontrer à Paris. Ils nous ont annoncé sur leur site. Alors je ne sais pas si on va faire venir beaucoup de Balzaciens, mais en tout cas, voilà, je suis content de faire découvrir des textes d'auteurs connus, mais des textes méconnus. Je me souviens que la première année, on avait fait un texte de Montaigne, qui a fait un texte incroyable sur l'intelligence animale, et j'ai quelqu'un à la fin qui avait étudié Montaigne à l'université qui m'a dit je n'avais jamais entendu parler de ce texte. Oui, donc c'est un autre regard, c'est un autre approche. Avec des auteurs alors plus ou moins connus et effectivement, alors contrairement, j'essaie de ne pas avoir un thème précis pendant tout le festival, mais justement de piocher animal sauvage, animal domestique, des choses drôles. On m'a dit pas trop de choses engagées, Jean-Philippe, parce que là, on en a marre que tu viens. Donc des choses que tout le monde peut entendre, et puis un dimanche plutôt consacré à la lecture pour les plus jeunes. Oui, c'est ça. Et puis ça finit avec une lecture des contes du chat perché. L'idée, c'est évidemment, allez-y, même si vous aimez les animaux, si vous aimez juste la poésie, la lecture, les mots, le lieu d'aller se balader, voilà, en jardin, sur ce week-end, c'est vraiment très très ouvert et comme le veut l'illustration de l'affiche, voilà, c'est pour tout le monde de se plonger dans cette littérature qui fait du bien et les animaux, voilà. On les aime tous, et c'est vrai que écouter des textes dits par des comédiens, alors là en plus on a du pot parce qu'il va faire un temps magnifique. Bah oui, c'est normal, il est revenu d'Amérique voilà, du c'est Sud. normal, merci. Donc voilà, se mettre dans l'herbe et écouter juste un texte bien dit. Oui. C'est une autre ouverture. Et puis, c'est vrai que c'est très différent de la lecture pour ceux qui peuvent avoir des difficultés à se plonger dans ce type de lecture. N'hésitez pas à faire ce test de la lecture aux animaux. C'est le nom du festival, bien sûr, mais on va parler d'animaux et on va entendre des textes sur les animaux. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de votre programmation. Et puis nous, on continue tout de suite dans Culturel. Et on continue dans Culturel. On va parler du ciel et des étoiles aujourd'hui. On va parler avec Michel Leblanc, président de Planète Science de la Lune, enfin et du Soleil. Bonsoir. Soleil, bonsoir Chloé. On va parler du prochain concert avec la compagnie de la Petite Étoile, Morgane Billet. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on va parler de Jazz Tangente qui réapparaît au Mans avec Thibaut Renou du collectif 3h10. Absolument. Qui organise ce festival. Alors, on va commencer directement avec les sciences. Michael Leblanc, un petit mot d'abord sur Planète Science Sarthe, puisque Planète Science, c'est un projet, un collectif national. Vous faites, comme son nom l'indique, des projets autour des sciences. Là, vous êtes en plein challenge de robotique. Tout à fait. Tout à fait. Après la Coupe de France de robotique junior, donc qui était nationale, on se recentre sur le local, donc la Sarthe. Et là, depuis quasiment 20 ans, avec la commune et puis les alentours et le département, on a un coup de main pour organiser un challenge. Alors avec des lycéens, des collégiens et depuis 2 ans, des écoles primaires. On a même des tout petits, des grandes sections qui viennent manipuler des robots pour déplacer des pots de fleurs. Ouais, alors ça c'est super chouette. Donc chaque année, donc c'est les écoles autour de la Ferté. Et au-delà. Et au-delà. Ouais. Ils ont un challenge et donc ils se réunissent et puis voilà, il faut qu'ils créent. Alors cette année, les thématiques. Alors je me souviens d'une thématique sur le déplacement, sur la mobilité. Oui, et il y a aussi une thématique pour les petits sur la maison écologique. Donc ils ont eu quelques mois pour réaliser une maison avec panneaux solaires, éoliennes, de quoi se projeter dans l'avenir. Et les plus grands avaient pour mission de faire du recyclage, donc d'aller rechercher des canettes, avec tout un tas de stratégies. C'est 9 mois de boulot, donc là vraiment un grand coup de chapeau aux enseignants et évidemment aux 600 jeunes qui ont participé à l'événement et qui sont encore en train de travailler. Exactement, puisque ça finit demain. Alors, Planète Science Sarthe, je le disais, permet de vulgariser, sensibiliser autour des questions sur les sciences. Et il y a un événement d'exception cet été, puisque le 12 août prochain, il y aura une éclipse qu'on pourra voir de quasiment partout. En tout cas, nous, en Sarthe, on pourra en profiter. Exactement. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il y a le soleil, donc ça, voilà, c'est gratuit. Et puis la Lune, c'est gratuit aussi. Et elles vont se rencontrer.
Et en Sarthe, on va être éclipsé à quasiment à 95%, ce qui est énorme. Ça va nous faire un super spectacle en fin d'après-midi, de soirée, vers 20h. Donc là, l'idée, c'est un peu de dire, bah voilà, il reste encore 80 et quelques jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va organiser ça? Voilà, perche tendue aux présidents d'associations, aux maires nouvellement élus. Il y a un événement qui va arriver. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Ça va se voir de toute façon. Ça va se voir. Ouais. Quoi qu'il arrive, on va en parler à la télé, à Ouais. la radio. Voilà, comment on anticipe cet événement-là. Alors, vous êtes montreur d'éclipses, hein, ça veut dire que vous pouvez aussi accompagner, vous le disiez, les associations, les institutions, etc. Parce qu'évidemment, on va pouvoir voir cette éclipse, mais il faut le faire voilà, avec toutes les précautions d'usage. C'est quand la dernière fois? Moi, j'ai un souvenir où j'étais relativement jeune, donc je pense avoir une petite idée. Mais c'était dans les années 90, la dernière aussi grosse éclipse. Ouais, le 11 août 1999 à 12h24. Voilà, donc ça va me permettre de trouver votre âge. Et effectivement, on a eu en France donc une éclipse totale de soleil sur le nord de la France, la prochaine 2081. Ah oui, donc c'est quand même... C'est pas souvent. Voilà, c'est pas souvent. 95%, c'est déjà une belle éclipse. On va pouvoir quand même la voir, enfin clairement, si on, avec toutes les précautions, donc avec les lunettes spécifiques, Exactement. on va pouvoir la regarder et se rendre compte de ça. C'est assez magique, pour les petits comme pour les grands. C'est un événement, voilà... On ne le répète pas assez, c'est un spectacle qui est céleste, donc on va avoir l'impression de vivre quelque chose de grandiose, hein, comme une aurore polaire ou une éruption de volcan. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous ramener à notre état d'être humain sur une énorme planète. Donc c'est vraiment un phénomène qui est planétaire. Et effectivement, pour en profiter, il va falloir se doter d'un outil. Il n'y en a qu'un, c'est les lunettes de protection. Donc vraiment, nous, l'idée, c'est avec la Fédération d'astronomie, hein, depuis le mois de décembre, c'est de former des équipes de communautés de communes ou d'associations pour que sereinement ils puissent organiser des lieux. Alors on est déjà en train de travailler sur par exemple la communauté de communes Cœur de Maine ou sur la Ferté-Bernard. On commence à travailler avec les élus pour essayer de se dire le 12 août, voilà, on va avoir des lieux sécurisés pour observer et profiter du phénomène. Il y a des points en Sarthe particuliers. Est-ce qu'on va être bien loti pour voir cette éclipse? Il n'y a pas de point. C'est-à-dire qu'évidemment, un point haut, c'est mieux parce que, comme je le disais, on va être vers 20h. Donc, ça veut dire que le soleil, grosso modo, vous allez prendre votre bras tendu et ça va être la largeur de votre paume. Ça, c'est le moment du maximum. Voilà. Mais évidemment, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, le spectacle, en gros, c'est de 17h à 20h. Puis après, le soleil va tranquillement aller se coucher. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un endroit avec un horizon nord-ouest bien dégagé sur l'horizon, et puis après de canaliser un public plus ou moins important en fonction de la météo, mais quel que soit l'endroit où on se trouvera en Sarthe, ça va être très sympa. Lieu. Exactement. Juste le dire, alors évidemment c'est chouette d'aller sur des rassemblements parce qu'on a les petites infos après, on nous explique ce qu'on est en train de voir, comment bien le regarder, etc. On s'équipe, évidemment on ne regarde pas à l'œil nu ce genre d'événement parce que ça peut causer des problèmes optiques. Par contre, il ne va rien se passer, à part le fait qu'il va faire peut-être un peu plus sombre pendant quelques... À 95%, on va presque pas se rendre compte. Si jamais il y a un Sartois qui n'a pas regardé LMTV, il ne va pas forcément s'en rendre compte. D'accord. Parce que même à 99%, la lumière de ce qu'on appelle le diamant, les derniers rayons du soleil, sont tellement lumineux, tellement puissants qu'il fait encore très très jour. Donc il y aura un petit assombrissement, il n'y aura peut-être pas de baisse de luminosité. Par contre, dès qu'on va mettre les lunettes, le spectacle va être incroyable. Bon, alors, le teasing est bien fait. On suit Planète Science de manière générale et vous, à la Ferté Planète Science Sarthe, on peut suivre vos actualités et puis prendre contact avec vous pour devenir montreur d'éclipses. Moi, je trouve ça génial le nom. J'ai trop envie d'être montreuse d'éclipses juste pour pouvoir le mettre en santé. C'est une super idée. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement donc à préparer d'ici le 12 août prochain.
Des étoiles, on va en avoir dans les yeux. Oh là, je vais filer pendant tout le plateau. Jazz Tangente revient du 27 au 31 mai, donc organisé avec Superformat. Thibaut Renou, vous êtes artiste du collectif 3h10 qui organise aussi ce festival, qui coprogramme ce festival. L'idée, c'est de garder un temps fort autour du jazz en Sarthe, avec des concerts dans les bars, dans la rue, au Scarron, qui est la salle Place des Jacobins qui a été réinvestie par Superformat. C'est de se replonger dans un moment de jazz dans la ville. Oui, absolument. C'est 4 jours où la ville va vivre vraiment au pouls du jazz, quoi. Dans toute sa diversité. Vraiment le jazz dans tout ce qu'il a de plus riche et ouvert à l'extérieur. Alors moi j'ai été surprise en lisant le programme. Vous avez des petits focus comme ça tout au long de ces jours de Jazz Tangente, et notamment une projection au cinéaste sur un film avec du jazz japonais. Et c'est vrai que voilà, quand on n'est pas spécialiste du jazz, tout de suite, c'est pas forcément le Japon qu'on aurait comme ça cité comme inspiration. Le jazz est assez populaire au Japon. Il y a un énorme public pour ça. Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'était en tout cas dans les années 80-90. Et il semble qu'avec cette bande dessinée, car à l'origine c'est un manga, Blue Giant, qui a été adapté donc en film d'animation, il y a un regain d'intérêt pour le jazz, au Japon notamment. Oui, ça revient un petit peu à la mode. L'idée du jazz aussi, c'est vraiment cette idée de partage, de métissage des cultures, et donc ça reste encore aujourd'hui le jazz contemporain. Ça reste une question d'improvisation, d'échange entre les artistes, et c'est ça aussi qu'il faut expérimenter. Oui, de vitalité, d'interaction, de jeu, de partage, effectivement, c'est tout ça le jazz, ouais. C'est tout ça, de corps, d'esprit. C'est vraiment une musique qui unifie tous ces aspects-là, selon moi, hein. C'est la musique que je défends et que moi je joue en tant que musicien. Donc je suis très attaché à ça, et à l'idée qu'il y ait un festival de jazz dans notre ville. C'est vraiment très, très satisfaisant, enfin plus que ça, ouais. Oui, de toute façon c'est important, ça fait un peu partie de l'ADN quand même, avec l'historique de l'Europa Jazz. On a la boutique Les Allumés du Jazz, on a quand même un terreau, on va dire, fertile sur le jazz. Vous avez créé pour le samedi 30 mai une balade en ville comme ça, où justement on va passer dans tous ces lieux-là, y compris des brasseries, des bars, où on peut de temps en temps profiter de la programmation, pour se dire aussi, peut-être pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, c'est ici qu'on va pouvoir picorer un peu du jazz et en profiter. Oui, tout à fait. Alors, on s'est appuyé sur un réseau de bars en fait, qui programment très régulièrement de la musique maintenant depuis des années, et qui sont vraiment des interlocuteurs avec lesquels on aime bien travailler. Ils se sont montrés très, très enthousiastes à l'idée de programmer des concerts dans le cadre de Jazz Tangente. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que ces concerts dans les bars, pour ce qui s'appelle le parcours Jazz en ville, sont gratuits. Et qu'il sera donné l'occasion de voir vraiment des groupes qui viennent non seulement de France, mais d'ailleurs également, et des groupes qui sont vraiment assez en vue en ce moment. Donc c'est vraiment une occasion unique de les voir à échelle humaine, de les voir comme je vous vois moi, à 1 mètre, en situation acoustique quasiment. C'est vraiment assez exceptionnel. Il y a très peu de festivals, à ma connaissance, en France, qui proposent ça, en fait. Oui, ça permet de, comme le jazz se jouait en club, en proximité, donc c'est vraiment dans l'histoire du jazz. Le Scarron aussi, qui est une salle à taille humaine, qui va bien permettre de recréer cette ambiance spécifique au jazz, et dans laquelle vous avez aussi programmé des artistes très différents sur ces journées. Oui, tout à fait. Oui, alors ça commence donc le 28 pour les concerts. Les 28 et 29, il y aura des concerts donc au Scarron. Et il y a un concert que je ne peux pas ne pas nommer, puisque j'en suis partie prenante en tant que musicien. Il y a l'orchestre 3x7, qui est un ensemble de 22 musiciens et musiciennes, qui vient se produire pour la première fois au Mans, à Scarron, donc le samedi 30 à 20h. Qui réunit tout un tas de personnes qui viennent de Normandie, de Paris, de Touraine, de Bretagne. C'est un collectif, en même temps qu'un orchestre qui promeut des écritures comme ça d'aujourd'hui. On est très heureux de... Un orchestre éclectique de jazz comme ça, c'est assez étonnant. Enfin,
Voilà, on sait que vous aimez bien jouer ensemble, voilà, faire des buffs, improviser, etc. Mais là, de créer un spectacle ensemble, c'est une belle histoire. Oui, bah, on est parti du constat qu'à notre époque, les rencontres étaient de moins en moins, de plus en plus difficilement faisables. Et on s'est dit qu'on allait monter un orchestre vraiment à taille totalement déraisonnable, 22 musiciens. D'ailleurs, on s'appelle 3x7, c'est pour ça qu'on est 22. et donc voilà. Et je voulais dire quelque chose que je viens d'oublier. Et du jazz contemporain. Alors, oui, j'aime pas trop moi l'appellation contemporain parce que souvent ça fait grincer des dents. Les gens se disent oh là, la musique contemporaine. Oui, ils ont peur de l'improvisation. Je préfère dire jazz d'aujourd'hui, ou jazz actuel. Mais on est vraiment, nous, il y a du chant dans cet orchestre et le chant est comme une pierre angulaire puisque ça donne une tonalité assez pop à tout l'ensemble. Et en fait, c'est un grand orchestre de pop orchestral. On peut le voir comme ça, en fait. De toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, les influences du jazz sont nombreuses. On le disait, c'est organisé avec super format, dans des salles, dans des lieux où on n'est pas uniquement sur du jazz, puisque finalement, ça vient se nourrir de toutes les musiques. Là, c'est l'idée de se retrouver entre musiciens, chanteurs, artistes autour du jazz comme fil conducteur, mais évidemment, c'est bien plus ouvert. Et c'est ouvert à tous, même si on n'est pas forcément un spécialiste du jazz. Au contraire, c'est quelques jours où on peut profiter pour découvrir. Au contraire, parce que c'est une musique qui se vit en concert, avant tout. Donc il faut venir constater par soi-même. Et voilà. Ça sera donc du 27 au 31 mai prochain. Vous retrouvez toute la programmation sur la page dédiée de Superformat Jazz Tangente, donc avec des spectacles avec nos locaux et d'autres venus d'ailleurs. Je me tourne maintenant vers Morgane Billet. Vous êtes directrice artistique de la compagnie La Petite Étoile. Vous en êtes chef de chœur et vous êtes chanteuse et comédienne. Et vous allez aussi nous faire profiter d'un concert. D'un concert, exactement. C'est le 4e concert du Chœur de la Petite Étoile cette année. Et j'ai choisi le répertoire des États-Unis. Et donc, on va parcourir ça va être un répertoire, un programme assez éclectique. Cette année, j'ai choisi ce programme-là parce que c'est les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, parce que c'est un pays avec un multiculturalisme qu'il faut défendre, une culture qu'il faut défendre. Une histoire marquée de grands combats contre l'esclavage, de combats pour les droits civiques, etc., avec un mélange culturel incroyable, afro-américain, anglo-saxon, Amérique du Sud, Europe, autochtone et tout ça. Toute cette culture se mélange et dans ce concert, on va présenter toutes ces différentes cultures. Il va y avoir du gospel, il va y avoir du folk, il va y avoir de l'écriture aussi pour chœur contemporaine, plus minimaliste, des écritures d'aujourd'hui, mais aussi de l'influence de jazz. On aura aussi de la comédie musicale. Enfin, ça va être très éclectique, un grand voyage dans la musique des États-Unis. C'est le spectre du coup américain, alors qu'on a tendance un petit peu à oublier de fait avec l'actualité, mais vraiment ce nouveau monde, c'est 250 ans de mélange, de métissage aussi, à la fois dans les styles, dans les origines des chanteurs, etc. Donc c'est vrai que alors malheureusement ça entache un petit peu cet anniversaire, l'actualité, mais c'est vraiment un vivier pour vous les artistes, voilà, de musique, de chant et de style, et ça, voilà, il faut quand même le célébrer et s'en emparer, puisque justement c'est ce qui a fait l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et le concert s'appelle Nuit américaine, qui est un procédé de cinéma qui fait une nuit artificielle, mais dont on sort évidemment cette nuit artificielle. On en sort et on retrouve la lumière, et la musique est un moyen de retrouver la lumière, de partager des émotions et de découvrir des cultures. Et cette culture des États-Unis est excessivement riche et variée et diversifiée, et voilà pourquoi j'avais choisi de la mettre en valeur cette année. Alors qu'est-ce qu'on aura au plateau, sur scène Alors sur scène, on a le Chœur de la Petite Étoile, évidemment, et puis Marion Launay au piano, et nous avons une mezzo-soprano formidable qui est Flore Fruchard, qui travaille beaucoup avec la Petite Étoile et qui nous fera des morceaux solos et des morceaux avec le chœur. Voilà, et on va entendre du Bernstein, du Barber, du Lauritsen, du Gelo, du Joel, du Simon & Garfunkel, du Hawkins. Enfin, donc c'est vraiment toute une variété de compositeurs des États-Unis et qui sont venus aussi vivre aux États-Unis.
Voilà. Du coup, aussi une accessibilité pour tous les publics, puisque Ah oui. vous venez de le dire, on va forcément reconnaître quelques airs, on va forcément se laisser aller à Il y a des choses du connues, collectif, ouais. voilà, il y a des œuvres connues qui vont résonner dans le public, il va y avoir des découvertes. C'est à 20h, c'est un horaire qui est plutôt ouvert, c'est libre participation, ce qui permet à tout le monde de venir et de venir en famille, en nombre. Et voilà. On peut vous soutenir quand même sur Hello Asso, la compagnie de la Petite Étoile. Libre participation, on le disait tout à l'heure sur le plateau, évidemment que les artistes ont aussi besoin que le public les aide à continuer à faire ces œuvres et ces spectacles. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller soutenir à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas que ce soit un frein à la découverte, mais il faut aussi évidemment penser à vous. Et puis voilà, la nuit américaine, j'ai donné l'horaire C'est à 20h à l'église du Pré. à l'église du Pré. Voilà, Voilà, c'est ça. libre participation et soutenir la culture, c'est aller au concert, c'est aller au spectacle, c'est aller voir des expos, etc. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a Culturel pour vous promouvoir. Et voilà. Merci beaucoup, on vous suit aussi sur le Facebook de la compagnie de la Petite Étoile. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau, et puis nous on continue à faire vivre la culture en Sarthe tout de suite dans Culturel. Et on continue sur le plateau, on va parler de musique avec l'élastique à musique dans un instant avec Nathalie Leguet, bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je me tourne vers Agnières Passion Photo 72. Je souris parce qu'on était en train, hors antenne, de parler du A2P 72, les 2P donc pour Passion Photo. Michel Léraud, Patrick Serbel, bonsoir, merci d'être venus sur le plateau. Bonsoir. C'est du 23 au 25 mai, le retour de la grande exposition, la Photo Expo à Agnières-sur-Vègre, comme le nom de votre association l'indique. Et on va pouvoir profiter d'expositions photos pendant ces jours autour du manoir de la Cour et un peu partout dans ce très joli village, cette petite cité de caractère, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ouais. Alors expliquez-moi, pour ceux qui auraient raté les éditions précédentes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous nous organisez ? Alors, les éditions précédentes, c'est la 17e édition. Voilà. Ça fait 18 ans que le club existe. Voilà. Et donc, on commence à avoir un petit peu l'habitude des expositions. Et donc, cette année, c'est une exposition qui est assez grosse. On a une trentaine d'exposants sur 9 lieux répartis un petit peu dans Agnières. Voilà. Alors, c'est une exposition où il n'y a pas de thème d'imposer. Ce qu'on demande, c'est que les photographes nous présentent des photos avec un fil rouge sur le même thème. Voilà, c'est tout. Sinon, on va avoir des animaux, on va avoir de l'architecture, on va avoir de la personne, on va avoir plein de thèmes. Voilà. Alors, ça veut dire que en fait, chaque photographe, si je comprends bien, lui a un fil rouge dans son exposition et expose des photos qui ont un rapport, un lien entre elles. Voilà, et du coup, ça donne des univers un petit peu comme ça, résumés pour pouvoir les découvrir. Et on va avoir deux expositions photos qui sont liées aux membres du club, puisque les membres du club aussi exposent. On a organisé un concours photo cet hiver. Sur le thème du ciel, Sur le thème du ciel, voilà. Et donc, toutes les photos, on a tiré toutes les photos, elles seront exposées. C'est Pascal Poussier qui a obtenu le premier prix, la meilleure photo. Donc, toutes les photos seront exposées. Et comme la photo qu'on peut voir aussi, c'est les cerfs-volants. Nous sommes allés, on a fait une sortie club, on était 7 photographes à aller couvrir le Festival international des cerfs-volants à Berck-sur-Mer. Ouais. Et donc, où l'équipe de France de cerfs-volants pilotée et a été championne du monde pour la seconde fois, et où ils ont battu le record du monde du plus gros cerf-volant qui a volé, donc un cerf-volant de 100 mètres de long qui a volé. Donc, on a couvert ça, et ça sera aussi exposé. Un grand angle, 100 mètres de long. Il y a une bonne prise de vue à faire, quoi. On l'aperçoit, il est sur la photo derrière vous là. Il est en train de se gonfler là. Alors c'est vrai que c'est des sujets, c'est très photogénique, les cerfs-volants évidemment. Si les conditions sont réunies, c'est un sujet de prédiction, mais comme plein d'autres, puisque on se fait plaisir en étant photographe. Je pense qu'on a tous aussi un peu le plaisir du sujet photographié, et c'est pour ça que vous avez des thématiques si différentes. Et le ciel, pourquoi le ciel?
ciel. Alors finalement, il y a Berck, les cerfs-volants, j'ai bien compris, ça c'était une sortie. Ouais. Le ciel finalement, comment ça a été interprété par vos photographes? C'est très vaste. Alors, il y a eu beaucoup de levées de soleil, de coucher de soleil, parce qu'on pense beaucoup au coucher de soleil quand on fait du ciel. Mais en fait, le membre du club qui a eu le premier prix, il a eu des nuages qui se sont développés d'un coup. Il allait faire des photos sur un thème particulier. Et puis, il se retourne, il faut des nuages, mais d'une forme très particulière. Et il a fait la photo, et la photo, elle est magnifique, quoi. Et c'est quelqu'un qui est au club depuis peu de temps, qui est un nouveau photographe au club depuis peu de temps, quoi. Donc, on peut avoir des années d'expérience. C'est capter l'instant, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça raconte des choses sur votre environnement. Alors justement, il y a aussi une exposition sur le manoir qui est mis à l'honneur. Voilà, alors tous les ans, on a un invité d'honneur. Cette année, on n'a pas d'invité d'honneur. L'invité d'honneur, c'est le manoir de la Cour, à Asnières, bien sûr, où il se passe souvent des animations sur le médiéval. Oui, sur le monde du Moyen-Âge, ouais. Sur le monde du Moyen-Âge. Et donc, moi j'habite sur place, donc je fais beaucoup de photos à ces moments-là, que je donne au manoir. Et donc cette année, ils me disent Michel, ça serait bien si on pouvait exposer en extérieur. Donc on a une exposition en extérieur avec 26 photos, grand format, sur Dibon, qui sont visibles toute l'année, là, pour le coup. Et ça retrace les 10 ans d'animation du Moyen-Âge. Là aussi, sacré sujet, parce que aller prendre des photos d'un événement typique médiéval, j'imagine que il y a plein de petits challenges dans la prise de vue pour qu'on ait l'impression d'être dans l'immersion médiévale, justement. Voilà. Alors, par exemple, je vous cite un exemple. Une fois, il y avait une animation, c'était les bombardes du Moyen-Âge. Et donc, quand ils tirent, alors il n'y a pas de boulet dedans, mais quand ils tirent, le canon, il se lève comme ça, et puis ça fait une fumée, puis une gerbe de feu. Bon, moi j'étais couché au sol et pour prendre la photo, et au moment où justement il y a la gerbe de feu, et puis bon. Donc, ce que j'ai réussi, c'est, on voit la fumée, parce qu'il y a plein de fumée, les feuilles qui s'envolent de partout, les cailloux et tout ça, puis le canon qui se lève un petit peu. Sinon, il y a des chevaux, il y a des scènes du Moyen-Âge qui sont... Alors, je ne suis pas le tout seul photographe à avoir fait les photos des 26 photos, mais donc ça retrace bien... Il peut y avoir un jeu d'anachronisme qui est assez chouette d'avoir ce sujet-là. Par exemple, une charrue de l'époque, avec des bœufs, et la charrue et les paysans de l'époque qui passent la charrue dans le champ et tout. Donc, il y en a qui vont croire que la photographie était déjà inventée au Moyen-Âge. Ça sera le jeu. En tout cas, votre association, Asnières Passion Photo 72, vous le disiez tout à l'heure, c'est une association qui est ouverte aux photographes, donc on peut vous rejoindre pour partager ces sorties, ces expositions, se donner les bons tuyaux et puis progresser ensemble. Et des stages, on organise aussi une fois par an un stage d'initiation à la photo numérique pour des gens qui veulent débuter, qui veulent s'initier à la photo numérique. Parce que prendre une photo, on appuie et puis ça y est, c'est fait, quoi. Mais un appareil photo numérique réflexe, il y a plein de possibilités, il y a plein pour avoir une belle photo, mais il y a plein de réglages à connaître et on organise à chaque fois... Tous les ans, on organise un stage. C'est ça. Avant, on apprenait forcément, puisque pour l'argentique, il fallait avoir quelques connaissances particulières. Mais là, c'est la même chose si on veut faire de la photo artistique, évidemment. Tout à fait. Il faut on développe aussi, même en numérique, on développe nos photos. Bien sûr. C'est-à-dire que la photo, elle arrive à un certain format. Après, on les développe avec un logiciel, mais on les développe comme on le faisait dans le temps en argentique. D'ailleurs, les terminologies sont encore les mêmes sur le logiciel. Donc, il y a vraiment tout un univers à découvrir. On vous suit sur Facebook, sur votre site internet, sur Instagram.
Oui. A2, comme le chiffre P, 72.fr. Merci d'être venu nous parler de cette exposition. Le Avec lien plaisir. est tout fait, Avec puisqu'on plaisir. parlait de pédagogie. Nathalie Leguet, vous êtes la directrice de l'Élastique à musique, Oui. qui est notamment une école de musique installée depuis... alors, j'ai lu des choses des années 80, donc depuis, je ne sais pas depuis quand... En fait, l'association a été créée en février 1981. Oui, donc Ça fait un petit moment. ça fait un petit moment, et comme on ne va pas parler de mon âge, on va rester courtois. L'Élastique à musique, donc, là, en juin, pour parler de cette activité, il y a évidemment le fameux concert de fin d'année. Oui. C'est le 20 juin prochain à la MJC Ronceret. Tout à Donc, fait. l'occasion de découvrir tous vos élèves sur scène et de Oui, profiter d'un concert. La plupart de nos élèves, hein, là on a une thématique sur la musique et le cinéma, donc on va être sur cette thématique-là cette année. Et effectivement, c'est l'occasion pour des élèves qui sont en cours particulier généralement de faire des projets interclasses sur un thème choisi. Et là, cette année, c'est le cinéma. Donc un super sujet aussi d'ouverture et intergénérationnel. Alors ça commence dès tout petit, hein, parce que vous avez l'éveil musical qui commence à partir de 3 ans. Ouais. On peut venir donc tout au long de l'année pour faire des activités musicales. Après, on peut se mettre à l'instrument, au chant, à partir de 6 ans, les cours d'instrument, jusqu'à des cours ados, adultes. Vraiment, vous accompagnez toute génération qui veut pratiquer la musique ou le chant. Oui, tout à fait. On a effectivement le début avec les tout petits, hein, les tout petits de 3 ans qui arrivent à l'Élastique à musique, qui découvrent vraiment des petits instruments qui leur sont adaptés. Et après, effectivement, on accompagne toutes les personnes qui ont envie de faire de la musique. On a beaucoup d'adultes aussi qui reviennent. Hein. C'est vraiment quelque chose de particulier depuis plusieurs années. Après le Covid, en fait, les gens ont eu envie, je crois, de revenir à quelque chose. Une pratique musicale personnelle. Voilà, et puis peu importe l'âge en fait, hein, nous on est ouvert à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre un instrument. Donc on a aussi pas mal de gens retraités qui viennent chez nous, qui nous disent mais est-ce que je vais pouvoir apprendre le piano? J'ai 65 ans, ben oui, pas de problème, vous pouvez venir apprendre le piano. Voilà, on n'a pas de restriction en fait, c'est vraiment de la pratique amateur et on accompagne les gens sur leurs projets. Il y a beaucoup d'instruments. Alors, vous faites des chœurs, pardon, mais il y a aussi beaucoup d'instruments en fonction, j'imagine, aussi peut-être des demandes des années et puis de ceux qui sont déjà dans vos locaux. Oui, tout à fait. On a un panel en fait qui va de la guitare, la basse, la contrebasse, des instruments à vent aussi, trompette, saxophone, clarinette, tout ce qui est aussi rythmique, batterie. On a aussi des cours de mandoline, de la technique vocale, des cours de chant. Enfin, c'est très très varié. Alors Et justement, du piano, bien sûr. tout le mois de juin, alors, on peut venir assister à un cours. Il y a des rencontres. Du 1er au 6 juin, c'est la semaine des rencontres et d'immersion. Oui. C'est-à-dire que si on veut tester un cours, on peut vous contacter pour le découvrir un peu comment ça se passe. Oui, alors effectivement, il y a 2 parties en fait. Sur la semaine des portes ouvertes, donc qui a lieu du 1er au 6 juin, comme vous l'avez dit. Là, c'est vraiment l'idée de venir assister à un cours. Donc les cours sont ouverts et les gens peuvent venir voir comment se passe un cours de batterie ou un cours de piano ou un atelier de pratique d'ensemble. Et on a aussi proposé cette année, c'est une nouveauté, de participer à un atelier. Le 5 et le 6 juin. Ce sont des ateliers où les personnes doivent s'inscrire avant le 30 mai et ils peuvent venir tester qu'est-ce que ça veut dire de faire de la musique à plusieurs. Donc on a des ateliers ados-adultes en musique amplifiée, on a un atelier jazz, on a un atelier musique grecque et chant grec. Oui, parce que vous faites des stages tout au long de l'année là-dessus, sur la composition, la technique vocale, la musique grecque, la fanfare aussi. Donc c'est vraiment, globalement, si on a envie de faire de la musique ou du chant, normalement, à l'Élastique à musique, c'est assez large pour qu'on puisse trouver, sans mauvais jeu de mots, mais c'est
le nom est bien trouvé, Logiquement. de pouvoir pratiquer. Oui, tout à fait. On a quand même un panel de propositions qui est assez large. Effectivement, l'élastique, hein, c'est pas pour rien. Je pense que les fondateurs ont créé cette appellation. C'est aussi pour dire qu'on s'adapte aussi. On a un système d'adaptation par rapport aux personnes qui nous demandent des choses. Alors après, quand on peut le faire... Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on peut ouvrir un cours, par exemple la mandoline, on a une seule élève en mandoline, mais on a un prof qui fait de la mandoline et donc on a pu répondre à sa demande. Donc ça, et c'est maintenant, plutôt chouette. après être passé dans le culturel, vous allez avoir d'autres demandes. Évidemment, vous avez à partir de mi-juin pour vous inscrire sur l'année 2026-2027. Ça, c'est votre volet pédagogique. Je le cite, même si on est déjà hors les temps. Vous faites des actions hors les murs avec autour de la musique et de la découverte. Et surtout, vous faites de la production et de l'accompagnement de professionnels avec pas mal d'artistes qui sont déjà venus d'ailleurs sur ce plateau, Lola Bay, HDW, Fais pas ci, fais pas ça, Solinka, enfin bref. Allez voir sur le site de l'Élastique à musique, sur les réseaux de Facebook et Instagram pour voir toute votre activité. Et en tout cas, en juin, enfin voilà, d'ici le 30 mai, on se connecte à l'Élastique à musique pour pouvoir tester, venir vous voir et bon, pourquoi pas choisir une nouvelle activité pour la rentrée 2026-2027. Tout à fait, on sera ravis d'accueillir tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. C'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve même heure jeudi prochain dans Culturel.